C'est l'heure du grand dossier, soyez les bienvenus sur LCI. Ce soir, cette question, Russie-OTAN, l'engrenage. Alors la France envoie des rafales pour protéger le ciel polonais, la Pologne qui se barricade. Pourquoi ? Parce que Russie et Biélorussie débutent des exercices d'ampleur à sa frontière. Le tout alors que la vice-présidente de la Commission européenne compare la situation à 1938. Ces dernières heures, assiste-t-on en effet à une accélération de l'histoire. Et face à celle-ci, et si notre défense était obsolète en quelques heures, nous avons dépensé des millions en missiles pour abattre sans toujours y arriver des drones pas chers. Et le tournant réside-t-il aussi dans ces toutes dernières déclarations ? La Russie qui annonce que les négociations de paix avec Kiev sont sur le mode pause. Et elle a besoin de temps, alors que Trump, dans le même temps, dit que lui, il n'en a plus beaucoup. Les canaux de communication sont en place. Nos négociateurs ont la possibilité de communiquer par ces canaux. Et pour l'instant, il est plus judicieux de parler d'une pause. Oui, ma patience s'épuise rapidement. Mais il faut être deux pour danser le tango. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir une nouvelle fois sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Tours et spécialiste défense et sécurité. Bonsoir à vous, Xavier De Giacomoni. Bonsoir, merci également d'être avec nous, éditorialiste international LCI. Bonsoir Gallagher Fenwick, ravi également, grand reporter spécialiste des questions internationales. Et bonsoir à vous, général François Chauvency, consultant géopolitique pour LCI. Et je vous précise que dans quelques instants, nous serons rejoints en direct par Xavier Titelman, ancien aviateur militaire spécialiste aéronautique et défense. Le grand dossier, c'est donc parti avec cette question. Russie-OTAN, l'engrenage. Regardez en image. Alors que la France envoie, je le disais, des rafales pour protéger le ciel de la Pologne. D'un côté, la Pologne se barricade. Elle installe à la frontière avec la Biélorussie des blocs de ciment sur les routes, des barbelés. Pourquoi ? Parce que la Russie et Biélorussie aussi débutent des exercices d'ampleur à sa frontière. Je parlais d'engrenage, on peut parler de début de tournant. La France même qui serait entraînée dans tout cela. Qu'en est-il ? Qu'en pensez-vous, Elisabeth ? Alors, d'abord, la question qui revient le plus souvent quand on parle de ça, c'est est-ce que c'était sciemment ? 19 drones n'arrivent pas sur du territoire polonais par accident, peut-être, mais pas 19. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut répondre. Alors, est-ce que 3 rafales est vraiment la réponse ? On va en parler, bien évidemment. Pour des drones à 10 000 euros, c'est peut-être pas la réponse la plus efficace. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser faire, parce que c'est quoi la prochaine étape ? C'est des missiles, c'est une invasion ou en opération sous fausse drapeau dans les pays baltes. On ne peut pas se laisser faire parce que l'image que ça donnerait à la Russie, c'est qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Alors, il faut se souvenir que déjà, il y avait eu des grands exercices Zapad en Biélorussie en 2021 qui avaient, alerté les renseignements américains à l'époque. C'était les Américains qui s'en inquiétaient et qui disaient « Attention, Européens, il se passe quelque chose à la frontière ». C'est pour ça qu'on se demande dans quelle mesure l'histoire pourrait se répéter, dans quelle mesure, je ne sais pas. Mais on envoie les rafales, ça y est. On se barricade à la frontière polonaise, les exercices en face. Ouais, c'est très intéressant que vous fassiez référence à l'hiver 2021. Parce qu'en fait, tout le monde avait le même niveau d'information. Les Français, les Américains, quand vous déplacez 120 000 hommes et du matériel à la frontière, ça n'échappe pas à la vigilance de qui que ce soit. Pas besoin de moyens satellitaires ultra sophistiqués pour voir un tel amoncellement d'hommes et de matériel. En revanche, la grande lecture, notamment entre les Américains et nous, c'était l'interprétation qui était faite de ce mouvement. Et aujourd'hui, force est de constater qui a pu, si vous voulez, ces hésitations, les Français qui disaient non, ce serait ridicule, ça n'a aucun sens, on n'envahit pas un pays de 600 000 km² avec 120 000 hommes et un peu de matériel. Et les Américains disaient effectivement, ça n'a aucun sens, mais ils vont le faire. Et ils l'ont fait. Donc là, plutôt que d'être dans la supputation, on assiste à une sorte de ballet mortifère qui est très dangereux parce que vous avez 2 danseurs, un du côté biélorusse et un du côté polonais, qui ne jouent pas la même partition. Eux jouent l'agression, la provocation. Nous, on joue le maintien de la paix. Malheureusement, quand on ne joue pas la même partition et qu'on ne sait pas coordonner, s'il y a une faute de pas, il peut y avoir une blessure très très grave. Et c'est ça, en fait. C'est une grande nervosité
qu'on sent particulièrement en ce moment. Alors, cette nervosité, elle se traduit en images. Encore une fois, on regarde ce qui se passe du côté de la frontière polonaise où l'on met des blocs de ciment sur les routes des barbelés. Mais pour mieux en parler, il faut vous retrouver, Thomas Misraki. Vous êtes en direct depuis la Pologne, justement. La Pologne qui, allez, je disais se barricade. C'est un petit peu ça, Thomas ? C'est complètement ça et c'est une sorte de double barricade qui est en train d'être mise en place ici. La première, elle est sécuritaire, militaire. Vous avez évoqué effectivement la fermeture de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, fermeture terrestre, fermeture aérienne, des Polonais qui ont aussi déployé des dizaines de milliers de soldats qui font appel à leurs alliés militairement, qui demandent des systèmes de défense antiaérienne supplémentaires et des alliés qui répondent. C'est le cas de la France qui mobilise 3 Rafales, c'est le cas de l'Allemagne qui a dépêché ici le mois dernier 5 Eurofighter. Cette barricade, elle est aussi politique et diplomatique avec ce soir une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU avec à l'ordre du jour l'intrusion d'il y a un peu plus de 48 heures, intrusion de drones dans l'espace aérien polonais. Les Polonais qui ont aussi sollicité le Parlement européen et vous le savez, qui ont également déclenché l'article 4 de la charte de l'OTAN. L'OTAN qui se dit aujourd'hui extrêmement attentif à ce qui est en train de se passer militairement sur le sol biélorusse, mais qui précise pour l'instant il n'y a aucun risque contre ses membres. Merci infiniment Thomas Misraki depuis Varsovie en direct. Merci à vous. Alors effectivement la Pologne se barricade, donc Thomas me le dit, on peut qualifier les choses de cette manière. Donc 2 raisons principales. On va parler des drones. Arrêtons-nous sur les exercices en Biélorussie. Ils ont commencé là ces toutes dernières heures. On vous en parlait hier, mais ça y est, ils ont commencé. Ces exercices militaires de grande ampleur. Regardez les images de chars, les hommes, tout ça, avec des montages relayés extrêmement chiadés. Alors, je vous pose la question générale. Est-ce que nous devons être vraiment effrayés ou vous dites... Alors attention à cette propagande efficace. Alors, je crois qu'il faut voir ça dans plusieurs dimensions. Effectivement, c'est un message vis-à-vis de nous, indirectement, en période de guerre. Il y a un exercice qui n'est pas celui du temps de guerre, mais du temps de paix, qui se fait dans un pays qui s'appelle le Bélarus, et sur lequel les Ukrainiens ne frapperont pas s'il y avait des troupes russes. Mais je crois que déjà, le fait d'avoir choisi le terrain d'exercice est aussi significatif. Déjà, pour commencer. 2, on annonce quand même, sur les effectifs, il faut s'en méfier, moins de 13 000 hommes, on est à 11 000, 12 000 hommes. Ça rentre aussi dans le traité, même s'il a été dénoncé depuis, du suivi des exercices par les pays européens. On doit déclarer le nombre d'effectifs qu'on met lors d'un exercice. C'était le traité qui a été dénoncé dans les années 2010 et quelques, et dont la Russie s'est retirée, je crois, en 2017 ou un peu plus tard. Voilà. Donc on est bien dans des situations où, d'un autre côté, les déclarations correspondraient à un traité qu'on ne respecte plus, pour montrer qu'on a encore une norme, comme d'habitude, et qu'on l'applique. Et puis maintenant, la menace. Alors effectivement, rappelons-nous quand même qu'en 2022, la menace est venue par là. Et ce n'était plus une menace, c'était effectivement une force d'invasion passée par la Biélorussie. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, de l'autre côté, les Ukrainiens se sont déjà préparés bien avant, si jamais ça se représentait. Et aujourd'hui, on redéploie de nouvelles forces qui pourraient leur laisser supposer que ça pourrait être encore une force d'attaque. Donc, ça a contraint les Ukrainiens à renforcer ce front au détriment peut-être d'autres fronts face à une menace potentielle. Xavier, je me tourne vers vous. Ces exercices Zapad, au-delà des images, la lecture qu'on doit en faire, ça y est, ça a commencé à la frontière polonaise. Ça a commencé à la frontière polonaise, à un endroit qui est stratégique, parce que c'est une zone qui est extrêmement marécageuse, c'est une zone qui est aussi extrêmement boisée, et ce sont les caractéristiques que l'on retrouve notamment sur le nord de l'Ukraine, un endroit qui n'est pas facile à franchir, où les Allemands, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, ont eu énormément de problèmes avec leurs engins blindés, mais c'est aussi une zone qu'on retrouve sur le corridor de Suwałki. Je pense que nos téléspectateurs commencent à connaître ce nom. Le corridor de Suwałki relie donc la Biélorussie à Kaliningrad. Et si ça fait à peu près 65-70 km, j'y suis allé plusieurs fois, et si jamais vous coupez ce corridor, les pays baltes sont totalement isolés en moyen terrestre des autres pays de l'OTAN. Donc là, il y a vraiment un avertissement de la part de Poutine. Je me mets en ordre pour pouvoir le faire le jour où je voudrais le faire. Après, 10 000 hommes, c'est pas énorme. On se rappelle que du temps de l'Union soviétique, ces exercices Zapad ouest, en l'occurrence, ou est, pouvaient avoir jusqu'à 100 000 hommes. Avant de revenir sur la question des drones, Elisabeth, est-ce que c'est déjà une forme d'agression ? Est-ce que l'exercice en tant que tel est déjà une forme d'agression ? Alors,
en soi, l'exercice, comme on a déjà dit, c'est toutes les 4 ans, donc c'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps. L'exercice en soi n'est pas une agression, le contexte est une agression aujourd'hui. Enfin, ça porte à croire que ça pourrait être une agression. Les exercices, ça arrive tout le temps, Zapad, c'est historique, mais aujourd'hui, et je pense surtout, moi je viens de rentrer des pays baltes, ils ferment leurs frontières pour une raison, parce que le contexte fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas exclure que cet exercice est une agression, et donc, comme il faut se préparer au pire pour survivre, plus ou moins. Et est-ce que vous êtes prêt, en revanche, vous, Gallagher, à monter devant l'écran? Avec grand plaisir. Avec moi, parce que l'autre raison de cette inquiétude polonaise, c'est donc, encore une fois, cette affaire, et le mot est faible, des drones russes, ces incursions. L'enquête se poursuit du côté de l'OTAN, mais quand même, on apprend dans différents articles de presse, surtout dans les journaux allemands ces dernières heures, que certains drones se dirigeaient droit vers une base de l'OTAN qui achemine l'aide vers l'Ukraine. Vous pouvez nous expliquer? On va commencer par se mettre d'accord sur la manière de le prononcer. Recho, juste ici, base absolument essentielle parce qu'elle a longtemps été protégée en partie par les Américains qui ont fait comprendre il y a quelques mois qu'ils souhaitaient s'alléger pour des raisons financières, économiques, souvent mentionnées par le président qui dit « ça n'est pas aux contribuables américains de défendre cette base par laquelle transite non seulement du matériel en direction de l'Ukraine, mais aussi, on a tendance à l'oublier parfois, des soldats ukrainiens qui peuvent être blessés sur le front et qui ensuite sont acheminés en direction de l'Europe pour y être soignés. Donc un hub logistique, en mauvais français, absolument essentiel pour l'effort de guerre ukrainien. Merci beaucoup, Gallagher. Donc derrière les faits, maintenant l'analyse. Comment vous analysez-vous ces mouvements de drones qui se dirigeaient donc vers une base de l'OTAN qui achemine de l'aide militaire? Alors c'est vrai que la question est de savoir si c'était voulu ou pas. Bon, 19, on peut quand même supposer que c'est un peu voulu. On peut admettre qu'il pourrait y avoir un problème de série, des drones qui auraient un problème de série et finalement difficile à diriger. Je n'y crois pas, je crois que personne n'y croit. Et avec quand même une remarque, aucun d'entre eux, a priori, ne disposait d'une charge explosive. Donc on est vraiment bien dans une forme de provocation, finalement. Et je dirais même plus, alors de plusieurs tests. D'abord, un test politique. Quelle sera la réaction de l'OTAN? Le résultat, il est obtenu. L'OTAN se remue. Et pas que l'OTAN. C'est aussi militaire, voir ce que l'OTAN et les Polonais sont capables de faire pour s'y opposer. Est-ce qu'ils ont été capables de détruire, de ne pas détruire? Est-ce qu'ils se sont mis en alerte, pas mis en alerte? Ça va être tout l'enjeu, effectivement, de nos interrogations dans les prochaines minutes. Mais question bonus, j'amorçais déjà cette interrogation hier, mais je vous la soumets à nouveau. Est-ce qu'il y avait potentiellement une recherche de renseignement? Est-ce qu'on peut imaginer que ces drones, au-dessus de cette zone d'acheminement, cherchaient de l'information et peut-être même en auraient récupéré différents types d'informations. D'abord, quelle est notre réaction? Si vous envoyez des drones, c'est un test. Quelles sont les réactions des Européens? À quel niveau? Les Américains, on a vu la réaction américaine. Est-ce qu'ils arrivent à diviser, par exemple, les Américains et les Européens? Et puis, éventuellement, bien évidemment, je ne sais pas quel type de drone, et j'imagine que Xavier pourrait nous dire mieux, enfin Xavier Titelman pourrait nous dire mieux, mais pourquoi pas des renseignements, un base militaire et un mine de renseignements pour les Russes. Donc, effectivement, à la fois sur les réactions, mais aussi sur des informations, bien évidemment, c'est tout à fait possible. Il y a une vraie interrogation sur notamment est-ce qu'ils embarquaient, est-ce qu'ils étaient munis de cartes SIM polonaises qui permettent de transmettre en temps réel de l'imagerie, effectivement tout un tas de renseignements. Autre chose, c'est que vous allez voir le dispositif et quelques 24-48 heures après, c'est l'une des choses qui est très marquante, c'est la disproportion dans le dispositif déployé, et ça renseigne beaucoup les Russes. C'est-à-dire que c'est très impressionnant de faire décoller des F-35, des F-16 et des AWACS pour une vingtaine de drones. Et d'ailleurs, le type de drone, c'est des drones Guéran. Donc, c'est même pas des Shahed iraniens, c'est 10 000 € pièce. Quand vous pensez que les missiles qui sont embarqués valent minimum 400 000 $, sans parler du prix du matériel qui est engagé, les avions sur les F-16, on est à 80 millions de $ pièce. L'AWACS italien, je vous laisse imaginer. 1 heure de vol sur un F-35, c'est 40 000. On va peut-être, je ne veux pas divulgacher les séquences suivantes, mais moi, je suis surtout frappé, je pense que je ne suis pas tout seul, à être frappé par l'extrême disproportion entre ce qui a été engagé, dont on n'est même pas certain si ça a véritablement permis d'intercepter tout ce qu'il fallait. C'était avec 4 sur 19. Alors, on va y revenir sur ce point, mais on essaye encore de comprendre précisément ce qui s'est passé dans le ciel polonais, puisque les informations continuent. Je rappelle que l'enquête de l'OTAN en elle-même, elle est en cours.
Qu'est-ce qu'on apprend derrière ces dernières informations? Des drones qui n'étaient pas juste en survol, potentiellement en mode provocation, mais qui visaient potentiellement, Russes, Amélie, volontairement une base de l'OTAN. L'opération qui s'est passée, c'est une mine d'or pour les Russes. Ils ont pu voir quelle était la défense de l'OTAN sur le flanc Est en Pologne par rapport à un lancer de drone. 20 drones, c'est vraiment rien du tout. Hein. Très souvent, chaque semaine, les Russes en envoient 100, 200, 250, et pas des Guéran, des Shahed, donc le modèle supérieur sur l'Ukraine. Parfois par jour, oui. Donc là, ils ont appris que les moyens de l'OTAN pour lutter contre cette menace spécifique étaient quasiment nuls, puisque le taux d'interception est de 4 pour 19. Pour vous donner un rapport, en Ukraine, la plupart du temps, le taux d'interception de ces drones, je ne parle pas des missiles, est quasiment de 100%. Ensuite, pour l'OTAN, à mon sens, l'OTAN et les gouvernements européens peuvent dire merci Vladimir Poutine. Alors on va en reparler encore une fois, Xavier. Ça a révélé une faille. Ça, je sais que c'est vraiment la défense de l'Europe. C'est vraiment votre point pour ce soir, mais peut-être que ce sont ces dernières informations qui ont poussé la France à bouger un peu plus. Avec l'annonce ce matin faite par le ministre des Affaires étrangères de l'envoi de 3 Rafales français pour survoler le ciel polonais. On va réécouter Jean-Noël Barrot sur France Inter ce matin. Au niveau national, nous avons immédiatement marqué notre disponibilité pour contribuer davantage encore au renforcement de la protection de ce qu'on appelle le flanc Est de l'OTAN, c'est-à-dire l'Est de l'Europe. Et le président de la République a décidé de déployer 3 chasseurs Rafale qui auront pour mission la détection et, le cas échéant, la destruction de vecteurs, de drones qui menaceraient le territoire polonais. Et d'autres pays suivront. Décision du président français d'envoyer hier soir 3 chasseurs français Rafale en Pologne, la mise aussi à disposition par la République tchèque et les Pays-Bas d'hélicoptères, de nouvelles batteries anti-aériennes Patriot. Ça change quoi concrètement? Est-ce que c'est de nature à changer quelque chose pour les Polonais et le ciel polonais? Il faut d'abord marquer le terrain. Le terrain, on l'occupe. Et on ne laisse pas aux Russes le soin d'imposer leurs règles, même avec simplement 19 drones. Effectivement, ce que vous avez dit précédemment, j'y souscris, c'était sans doute disproportionné, ce qui prouverait un certain affolement. Et il y a un moment, il faut prendre un peu de recul, mais à la décharge, qui savait ce qu'il y avait dans ces drones? Qu'est-ce qu'ils étaient? On dit qu'après, oui, ils étaient inoffensifs. On ne le savait pas quand ils sont arrivés. Donc on a pris toutes les mesures pour justement les détruire autant que possible. Et on a su qu'après, tous n'avaient pas été détruits, puisque ça étaient tombés en panne de carburant en particulier. Mais c'est aucune importance. Il fallait réagir. Donc c'est ce qui a été fait. Xavier Titelman, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Donc merci d'être avec nous. Xavier, vous, comment vous regardez cet envoi de Rafale, mais ainsi que l'aide de la République tchèque ou encore des Pays-Bas? C'est de nature à changer un peu la donne ou on est purement dans le symbole? Alors, il y a 2 choses. Il y a le fait que malheureusement, on ne sache pas faire moins cher que ça. Et donc, pour intercepter des drones à 10 000 €, il vaut mieux envoyer un Rafale qui va tirer au canon parce que, logiquement, on ne doit pas utiliser de missiles sur ce type de vecteur. Les missiles, c'est si on n'a pas réussi à les intercepter au canon. C'est ce que font nos Mirage 2000 en Ukraine tous les jours. Quand ils décollent, chaque Mirage 2000 intercepte 2 à 3 de ces drones et de ces missiles russes au canon. Et si jamais on ne les intercepte pas au canon, que ça s'approche d'une zone qu'il faut protéger, là on va tirer un missile qui coûte 1 million €. Donc logiquement, on les envoie parce qu'il faut avoir plus d'avions pour pouvoir aller. En gros, il faut comprendre que l'avion, le Rafale, c'est de la défense aérienne mobile. Ça ne coûte que 20 000 € de l'heure de vol. Si en 1 heure de vol, on arrive à en abattre 3, ce que font les Ukrainiens, c'est très économique par rapport au fait d'utiliser des missiles à 1 million € pour défendre des bases et des installations qui sont beaucoup, beaucoup plus coûteuses. Donc le volume est nécessaire, d'autant plus qu'on a prouvé notre inefficacité en étant capable de détecter seulement 19 drones, et puis finalement on se rend compte maintenant qu'il y en avait 27, je crois, et en plus d'en intercepter seulement 4. Sur 350 km de profondeur. Donc oui, il faut absolument se renforcer, mais moi, mon vrai message, c'est qu'il faut absolument acheter tout de suite ce qui marche en Ukraine, c'est-à-dire des drones intercepteurs de drones qui coûtent quelques milliers d'euros et qui peuvent produire par milliers dès demain. On reste ensemble, Xavier Titelman. Dans un instant, cette question, dans quelle mesure sommes-nous complètement à contretemps?
Dans quelle mesure sommes-nous à côté de la réalité de la guerre actuelle en termes de stratégie, de moyens? Encore une fois, des millions d'euros en missiles ont été tirés pour intercepter des drones qui, eux, ne coûtent pas très cher, $20 000 chacun. Alors, argent mal dépensé, stratégie obsolète, on va se poser toutes ces questions ensemble. Et nous serons également, je vous en prie, Paul Pelletier, avec vous. Vous êtes président de Persay Systèmes. Installez-vous, vous fabriquez des drones pour l'armée française. Dans quelques instants, vous allez nous montrer des maquettes, pas des drones en tant que tels, secret défense, mais des pièces qui vont aller avec ces drones et peut-être sur le terrain bientôt. Ils pourraient peut-être intercepter des drones ennemis. Vous nous montrez tout cela dans un instant. On en reparle ensemble. On vous dit à tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec cet enjeu majeur Russie-OTAN, l'engrenage. L'OTAN est-elle malade de ces vieux schémas face à la nouvelle guerre low cost que nous mène la Russie? En quelques heures, je le rappelle, l'Alliance a dépensé des millions d'euros en missiles pour abattre des drones qui coûtent parfois chacun $20 000. Sommes-nous à côté de la réalité de la nouvelle guerre en termes de stratégie, de moyens? On en parle avec mes invités, mais là tout de suite, c'est l'essentiel de l'actualité. Le policier est passé à tabac à Tourcoing est sorti de l'hôpital, le nez cassé, selon le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui dénonce une violence devenue quotidienne, quand le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, parle, lui, de violence barbare. 3 mineurs ont été interpellés, 2 autres individus, dont un majeur, sont recherchés. L'enquête progresse à grands pas. L'homme placé en garde à vue depuis mercredi pour le meurtre d'Agathe Hilléré, qui avait disparu lors d'un footing à Vivonne dans la Vienne, a été mis en examen pour meurtre et enlèvement ou séquestration. Le suspect a par ailleurs reconnu avoir donné 2 coups ayant entraîné la mort de la victime, mais sans intention de la donner selon son avocat. Il doit désormais être placé en détention provisoire. Et puis Donald Trump affirme que le suspect du meurtre de Charlie Kirk, tué par balle mercredi, a été arrêté. L'influenceur conservateur de 31 ans a été abattu dans un campus de l'Utah, suscitant une onde de choc aux États-Unis. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 17h19. Et donc, vous êtes toujours devant le grand dossier, toujours pour parler de cette question Russie-OTAN, est-ce l'engrenage? Nous sommes avec Elisabeth Shepard-Selem, que je resalue, Gallagher Fenwick, toujours avec Xavier de Giacomoni, avec le général Chauvency, en direct toujours avec nous, et je le remercie, Xavier Titelman. Merci beaucoup, Xavier Titelman. Et donc, Paul Pelletier, merci d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Président, je le rappelle, de Persay Systèmes, vous fabriquez, vous, des drones pour l'armée française. Votre start-up, elle travaille avec le commandement du combat du futur. Pour nos téléspectateurs, c'est comme une cellule, une partie de l'armée qui travaille sur les armes de demain. Et donc, vous travaillez, vous, sur les armes de demain, et vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous n'êtes pas venu avec un drone, puisqu'il y a des questions de sécurité, défense, de secret, mais vous êtes venu avec d'autres composantes. Alors, j'aperçois une forme de missile. Racontez-nous ce qui compose votre plateau. Tout d'abord, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Nous, on est une entreprise qui s'occupe de répondre à un besoin un peu criant de nos armées françaises, qui sont capables aujourd'hui de produire des systèmes d'armes extrêmement complexes. Ça va du missile nucléaire en passant par l'avion de chasse. Mais comme il a été dit, on a aujourd'hui un problème majeur qui est qu'on rentre dans une ère où l'hybridité des systèmes d'armes peuvent permettre de créer des drones à 500 € pour démolir un char à 15 millions. Et on peut également créer une arme extrêmement chère, aux millions d'euros, qui va, à l'inverse, détruire une arme qui en vaut 20 000. C'est souvent le cas dans lequel on se trouve en ce moment. On a donc pris le contre-pied et on a regardé quel était le moyen de fabrique qui permet de fabriquer de manière extrêmement low cost. Et aujourd'hui, l'impression 3D répond à ce besoin des armées, d'abord pour s'entraîner, et ensuite, un jour, sans doute, pour se battre. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous avez dans la main, par exemple? Vous voyez ici un châssis de drone imprimé en 3D qui coûte à peu près 14 centimes. Donc on est sur un vecteur, donc on est sur la coque de la voiture si vous le préférez. Il manque dessus 9 composants ou une dizaine si on veut monter sur les drones intercepteurs dont on parlera ensuite. Mais là on est sur la base de ce qu'est aujourd'hui un drone et de ce qui peut tomber sur n'importe quel champ de bataille. D'accord, et je vois d'autres composantes rouges juste en dessous, tout ça. Exactement, ce sont donc des drones qui sont imprimés en masse aujourd'hui grâce à une micro-usine mobile et autonome en énergie que nous avons fournie à l'armée, qui lui permet d'imprimer 560 drones directement sur le front. L'objectif est de réduire la boucle entre le soldat et la production, et entre la réalité opérationnelle et les vecteurs prêts à taper
Oui, il le faut. Xavier a le droit de les prendre et de les manipuler. Évidemment, ils sont aujourd'hui en dotation au sein de l'armée de terre et c'est une chose qui est connue. Ils sont utilisés pour de l'entraînement et ils ont une capacité. En fait, c'est très simple. Ce sont des châssis de drones qui ressemblent aux drones qu'on utilise pour jouer, en fait, pour faire la course ou des choses comme ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le conseil de notre entreprise est qu'il y a dans le monde civil une avancée technologique qui est plus importante que dans le monde militaire. Non pas par un manque de volonté, nous avons les cerveaux et les capacités pour, c'est juste que la législation ne nous permet pas d'accélérer aussi vite. Est-ce que nous avons voulu faire ? Pardonnez-moi. Non, pardonnez-moi, mais parce qu'on a la curiosité aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez là entre la main ? Un système cinétique un peu plus important, c'est une bombe guidée au télémètre laser, et nous avons donc pris un télémètre laser de golf pour un système qui permet de faire des systèmes extrêmement low cost et qui répondent à un largage précis sur une cible. Aujourd'hui, pourquoi l'impression 3D ? Parce que c'est très économique et que pour s'entraîner, on les détruit. Et donc, avant de monter sur des systèmes plus développés, il faut pouvoir avoir de la masse. Alors, je peux vous poser une question qui va peut-être vous mettre en difficulté, vous m'en excuserez, mais est-ce que, par exemple, ce que vous produisez mardi aurait pu, dans le ciel polonais, intercepter les drones ennemis, les drones russes qui sont intervenus dans le ciel ? Alors oui, il aurait fallu aujourd'hui utiliser un drone intercepteur. C'est un drone qui a donc des composants basiques de drone. Vous avez des moteurs, une carte classique, mais il lui faut également une vision machine et une carte à l'intelligence artificielle qui lui permet de loquer celle-ci, de la verrouiller, merci, abus de langage, et qui permettrait de pouvoir les abattre directement. Il y a deux objectifs, soit on peut l'utiliser avec un canon, comme l'a expliqué M. Titelman, et il a tout à fait raison pour les grands drones, et en effet c'est une défense aérienne mobile. Et là-dessus, ça vous permet d'avoir des choses qui... On peut les percuter, j'imagine. Exactement. Et il reste encore deux objets là, non identifiés en tout cas. Alors, donc, pour les moi. deux objets, vous avez la première qui est une grenade russe. Donc c'est une Vogue 17 qui est utilisée au sein du lance-grenade AGS-13. Pourquoi je vous la montre ? Parce que c'est ce qu'aujourd'hui on trouve du côté russe et du côté ukrainien, puisque les deux partagent les mêmes attraits pour cette munition, qui était soviétique à la base. Et là, à côté, vous avez la grenade française, qui est l'APAV-40, qui est une vieille munition française, qui revient à la mode, mais qui n'est désormais plus produite. Et donc, à partir du savoir-faire que nous avons, nous sommes, et la DGA le fait, et le ministère des Armées, grâce à des initiatives tout à fait pertinentes, relance des munitions pour pouvoir équiper nos drones, et donc avoir une autonomie de production et d'utilisation. Alors, l'un des grands enjeux de ces dernières heures, c'est de se dire, je l'ai pas mal martelé depuis le début de l'émission, qu'il nous a fallu des millions d'euros dans des missiles pour frapper des drones qui parfois coûtent 20 000. Ce qui nous interroge sur notre capacité à une inadéquation finalement de notre armée, de nos moyens. Vous, avec vos drones, il y en aurait pour combien ? Je vous pose la question de manière assez simpliste. Vous avez tout à fait raison, les prix sont connus de toute façon. Pour un drone simple, vous en avez pour 609 €. C'est un drone libre pour l'instant qui vous permet de vous entraîner avec. Mais l'idée est de se dire une chose, c'est qu'au-delà du simple drone, aujourd'hui, la guerre cinétique est d'abord une guerre économique. Si vous lancez un missile à 1 million d'euros pour abattre un drone à 20 000, vous avez perdu. À la fin de la journée, vous faites une équation, c'est extrêmement simple, votre argent est perdu. Donc l'ennemi a gagné, puisque votre force de régénération économique et plan B. On est toujours en direct avec Xavier Titelman. Xavier Titelman, comment vous regardez tout cela ? Est-ce qu'une partie de la solution, pour nous, elle se trouve là ? Est-ce que l'OTAN doit se réveiller et se dire, OK, c'est pas des millions dans des missiles qu'on doit investir, c'est des millions dans ce type de drone pour être prêt pour aujourd'hui et pour demain ? Oui, 1000 fois oui, et merci d'avoir une solution qui est nationale et qui va, j'espère, être opérationnelle rapidement. Là, on est en train de se poser la question, est-ce que les Ukrainiens font les choses correctement ? Ben oui, tous les jours, ils interceptent 90% de ces drones que nous, on n'a pas été capable d'intercepter avec des avions de chasse, 3 AWACS, etc. Donc évidemment, si on peut, en attendant, moi je pense que dès demain, il faut acheter aux Ukrainiens ce qui est déjà développé avec l'intelligence artificielle qui marche autonome à entre 600 et 800 € avec l'intelligence artificielle embarquée. Et puis une fois qu'on saura le faire au niveau national, évidemment, c'est ces systèmes-là qu'il faut acheter de manière massive. Donc là, on est sur une première étape. C'est des systèmes qui sont ceux qu'on voyait en Ukraine à la fin de l'année 2022, mais très clairement, il faut qu'on rattrape notre retard sur les Ukrainiens. Pourquoi pas avec des partenariats ? Pourquoi pas à travailler avec eux sur l'intelligence artificielle, justement parce qu'ils savent déjà acquérir une cible volante. C'est pas la même chose que de taper sur un char qui va être au sol. Donc moi, je suis très content de voir des solutions nationales qui arrivent. On en est au début, au balbutiement très clairement, mais dans quelques temps, j'espère qu'on sera vraiment au même niveau que les Ukrainiens. Je vais enfoncer un peu le clou, mais regardez ce comparatif entre le coût d'un missile, parmi ceux qui ont été tirés notamment
notamment mardi dernier, et le coût d'un drone. Donc 1,5 million par exemple pour le missile Amram, et le drone kamikaze Gerbera, qui aurait pu donc intervenir dans le ciel, c'est $20 000. Le monde parle d'inadéquation flagrante de notre défense otanienne. Vous êtes d'accord avec ça, Général ? Oui, c'est facile de le dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on dit il y a quoi Faucon, il aurait fallu que. Le problème, c'est que nous rentrons dans une période de guerre haute intensité qui, notamment, appelle l'utilisation d'armes en masse, d'où les drones, et non pas des armes de type échantillonnaire, comme on l'a eu jusqu'à présent. Personne n'a pu imaginer qu'on utilisait tellement de moyens sur le champ de bataille. C'était une impasse complète, non pas parce qu'on avait fait une erreur stratégique, mais on peut dire que la guerre n'est plus possible. Dès lors qu'on vend que la guerre n'est plus possible et que pendant 30 ans, on désorganise tout l'outil de défense, quel que soit le pays, et à un moment donné, face à quelqu'un qui emploie la guerre avec tous les moyens, on se trouve démuni, il faut y répondre. C'est un peu le lot de toutes les guerres. On découvre parfois qu'on a été faible. Maintenant, la question, les délais sont là. Il s'agit pour nous de rattraper ce retard, ce qu'a dit Tintelman d'ailleurs, rattraper ce retard, mais il ne faut pas non plus jeter la pierre à ceux qui étaient là avant nous. Ils ont pensé dans un contexte, le contexte a changé, il faut s'adapter. Alors, vous l'aurez remarqué, on a écrit en bas de l'écran, l'Ukraine peut-elle être un modèle pour l'OTAN ? Parce que question drone, il y a un pays qui a pris de l'avance, c'est l'Ukraine, au regard de son expérience malheureuse ces dernières années. Et Xavier Tintelman, d'ailleurs, on va regarder avec vous des images que vous avez transmises à LCI qui nous montrent comment justement les Ukrainiens maîtrisent mieux que nous. Vous pouvez nous expliquer ces images ? Au milieu de l'écran, on voit un Gerbera qui est exactement le drone qui est utilisé par les Russes et qui a pénétré donc la Pologne. Et nous, on se trouve là dans un drone kamikaze, un FPV exactement comme ceux qui ont été présentés sur le plateau. Et on cherche à rentrer en collision avec ce drone. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on voit un deuxième drone qui arrive et qui tente de rentrer en collision. Là, il va exploser. Et donc, c'est un échec pour ce premier essai. Il y a un deuxième drone qui va arriver, ce sera un deuxième échec. Et nous, on est dans le troisième drone qui va rentrer en collision avec lui. C'est-à-dire qu'avec des drones qui vont coûter entre 500 et 550 €, on arrive à détruire ces équipements. Là, il faut 3 tentatives, parce que c'est quand même pas facile. C'est du pilotage manuel dans le système qu'on voit ici. La génération suivante, c'est quand il y a de l'intelligence artificielle qui est directement embarquée à bord de du drone dans lequel on se trouve. Et là, c'est autonome, ça va tout seul à l'impact. Et en réalité, dans l'écosystème, pour les drones qui volent très haut comme celui-là, ils ont été largués par un drone porteur. En fait, on a des porte-avions dans la marine. Et ben, il y a des porte-drones qui vont voler. Donc, c'est des drones beaucoup plus gros qui vont monter comme ça jusqu'à 3000 mètres d'altitude, parce que les petits drones tout petits, en réalité, ils ont des difficultés à monter si haut. Donc, il faut imaginer, ça, c'est un équipement au total pour taper ce drone, pour le détruire. Ça a coûté 2 000 € avec 3 drones. Et ce, avec une intelligence artificielle, le taux de réussite est entre 60 et 70%. Et c'est des drones qui vont coûter à peu près 900 €. Alors, vous le voyez, les Ukrainiens maîtrisent parfaitement tout cela. Par ailleurs, on a appris que les Polonais allaient envoyer des hommes en Ukraine pour se former eux-mêmes sur ce type de gestion. Je ne sais pas si c'est par provocation ou pas, mais on entendait sur cette antenne, notamment hier soir, certains qui disaient, mais en fait, l'Europe doit demander à l'Ukraine des garanties de sécurité. L'Ukraine est beaucoup mieux armée, positionnée stratégiquement, etc., pour nous dire à nous, Européens, comment nous protéger. Déjà, l'Ukraine est l'armée aujourd'hui probablement le plus aguerri d'Europe, parce qu'ils sont non seulement toujours en guerre, mais ça fait depuis 2022 qu'ils s'adaptent. Et cette question de drone, c'est aussi cette capacité d'adaptation que nos armées, peut-être aussi pour des raisons à la fois politiques et financières, n'ont pas ce type d'adaptation parce qu'on n'était pas forcé. Le général disait, le contexte a changé, mais notre contexte a changé, mais on n'est pas en guerre. Quand on est en guerre, on est obligé de changer avec une rapidité, d'innover. Moi, ce que je dirais sur les drones, effectivement, Ukraine a beaucoup à nous apporter, à nous apprendre. On doit, et on le voit, par exemple, la coalition de drones qui implique notamment des pays baltes, ils envoient des drones qui fabriquent, par exemple, en Ukraine. Ils travaillent avec des Ukrainiennes sur l'innovation, sur la capacité. Et c'est quelque chose qu'on doit faire aussi, parce que c'est que comme ça, en apprenant des Ukrainiennes et avec les Ukrainiens, qu'on va pouvoir évoluer. Alors on continue dans cette émission à se poser toutes les questions. On a beaucoup dit depuis 48 heures maintenant qu'en gros notre défense n'était pas à la hauteur. On va aller un peu plus loin ensemble, Général Chauvency, devant l'écran. Donc, à quoi elle ressemble, notre défense ? Posons tout. Pour mieux peut-être la critiquer pour certains, comprenant comment nous sommes protégés par l'OTAN aujourd'hui. L'OTAN, de toute façon, c'est un système qui a pour vocation à défendre l'ensemble du territoire des États membres. Donc tout l'OTAN est concerné, tous ces États sont concernés, on défend le territoire et en l'occurrence l'espace aérien. Et donc pour cela, il faut des systèmes de détection,
des systèmes d'identification et puis des systèmes d'interception. C'est ce qui a été mis en place, notamment avec le système Aegis américain, qui contribue à cette défense collective, mais aussi d'autres systèmes qui ont été mis en place au niveau des États. Et bien sûr, ce besoin d'une coordination générale, qui a été d'ailleurs demandé plus ou moins par les Allemands, même pas plus ou moins en octobre 2022, si je ne me trompe pas, qui a été de dire on va faire une grande réunion de tous les États concernés, sauf la France et l'Italie, pour essayer de défendre ensemble l'espace aérien de l'OTAN. Quel est l'arsenal dont nous disposons pour nous protéger ? Alors, vous avez quand même une échelle dans cet arsenal. Vous avez du très courte portée à très longue portée. Très courte portée, c'est ce qu'on va voir. Voilà. Mistral. Manpad, c'est à peu près la même chose. Oui. C'est ce qui est porté par un individu ou sur un véhicule et qui va tirer jusqu'à 8 km. C'est la défense des troupes au sol, défense des troupes au contact. Donc, c'est purement militaire pour protéger les soldats sur le terrain. Merci, Général. Mais tout cela est insuffisant aujourd'hui pour nous protéger ? Xavier, Gallagher, tout ça est insuffisant pour nous protéger ? Il y a une multitude de drones et à chaque fois, il faut imaginer l'arme qui va pouvoir nous protéger de ces drones-là. Et donc, ça va de systèmes très très simples jusqu'à des systèmes extrêmement perfectionnés. En Ukraine, on a vu assez souvent des paysans ukrainiens abattre notamment des chahettes, par exemple, avec de simples fusils de chasse. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, un fusil de chasse, c'est une cartouche avec des plombs. Ça arrose très 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 large et il suffit que quelques plombs, si le drone n'est pas très loin, touchent le drone pour que l'appareil s'écrase si on l'a vu. Le problème, c'est dans cette histoire-là, c'est d'abattre le drone, bien sûr, mais aussi de pouvoir le détecter. En Ukraine, on a vu aussi, le gouvernement a mis en place une application où n'importe quel citoyen ukrainien peut signaler que des drones sont en approche du territoire, ont survolé telle ou telle ville, indiqué leur position, leur cap, par exemple. Et ça fait un maillage extrêmement efficace qui permet à l'Ukraine d'avoir des taux d'interception de drones dont nos militaires rêvent, puisqu'on est sur, ça dépend des fois, mais de 90 à 100% parfois. Gallagher. Non, et le bout de la chaîne que décrit très bien Xavier à l'instant, ce sont des types sur des camionnettes avec des canons montés à l'arrière. Avec des vieilles DCA, ouais. Voilà, exactement. Et qui vont créer une espèce d'effet boule de feu avec leurs canons côte à côte afin d'essayer de barrer la route des drones. Autre chose, et comme Xavier, je salue l'initiative Percé, et les Ukrainiens ont très bien compris cela, c'est la très forte implication à la fois du tissu social mais des initiatives privées qui viennent du secteur privé. Donc des gens qui parfois appartenaient à un secteur soit directement lié à l'aéronautique, soit qui avaient une formation informatique ou autre. Passionnés de drones. Exactement. Et qui ont mis des jeunes. Vous vous souvenez la colonne qui arrivait en direction de Biélorussie ? Vous avez un collectif, Aerozovitska. Ils se sont parlé sur Facebook. Et effectivement, avec des dronistes, ils sont allés survoler la colonne et ils ont participé à l'élimination. Du coup, vous m'inspirez une question bonus. Vous êtes en contact avec les Ukrainiens pour travailler sur les drones ? Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais je vous remercie de la question. Évidemment, l'Ukraine est un bac à sable extrêmement intéressant. Le terme est malheureux, mais c'est la réalité du terrain. Beaucoup d'armes sont testées là-bas. Il y a également d'autres endroits dans le monde avec des conflits où c'est testé, évidemment. Évidemment, si aujourd'hui vous travaillez avec du drone, il est compliqué d'y passer à côté, puisque... Pour répondre à la question, ça me paraît être un modèle assez intéressant. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France est une puissance nucléaire. Et donc, elle a un regard tout à fait différent sur ces petits systèmes d'armes. Elle peut être un modèle dans le modèle de la guerre, petite guerre menée où on gagne territoire par territoire. En revanche, la Constitution et la culture française fait que les modèles d'innovation ne sont pas tout à fait les mêmes. Et nous avons également la chance d'avoir des cerveaux absolument brillants qui continuent et qui œuvrent pour toute l'industrie de défense. Et des organisations et des initiatives. Et je pense que c'est ça qui sera le modèle français pour l'avenir et qui sera un modèle européen, j'en suis sûr, et international à coup sûr pour les Français. Vous êtes parfaitement sorti de ma question inconfortable. Bien joué. Alors, on se demande quelles sont les autres solutions que nous avons sur la table. On parle notamment, quand je lis Le Monde ou d'autres journaux ce matin, de la solution Sky Fortress, qui est inspirée de l'Ukraine. Regardez de quoi on parle très concrètement. On parle d'antennes. Voilà, ça ressemble à des radars. Il s'agit de milliers de ces capteurs acoustiques, pour dire le nom précis, qui sont déployés actuellement là en Ukraine, dans l'ouest du pays. Et ils sont capables, ces capteurs, ces formes d'antennes, de détecter le bruit émis par les drones. Je rapporte ça aussi à la question du coût. Ça ne coûte pas très cher. C'est ce que nous devrions faire ? Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Nous avons déjà la solution, et elle est française.
et elle provient des cerveaux les mieux faits, et elle est déjà en fonctionnement dans l'armée. Nous faisons mieux que disposer des antennes. Nous sommes capables aujourd'hui d'écouter le ciel avec des téléphones portables. Donc nous sommes capables de créer un maillage sur le territoire national avec des téléphones portables et des antennes qui vont capter le signal. Et avec une intelligence artificielle, on est capable de démoduler le bruit et caractériser lequel il est. Donc on peut, à partir de ça, diriger une contre-batterie et donc offrir un système. C'est un modèle qu'il faut faire, mais pour une fois, la France l'a déjà. Je me permets de lever le doigt parce qu'à l'instant, on me fait savoir que Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, annonce que l'OTAN va renforcer la défense de son flanc Est. Donc, ça tombe parfaitement là dans notre émission. Est-ce que ça peut passer par ce type de solution? Quand Mark Rutte dit qu'il va renforcer le flanc Est de l'Alliance, ça passe par quoi concrètement? Ça passe, je regardais aussi parce qu'il y a eu des annonces des pays baltes aussi, de différentes... comme ce qu'on a fait dans des pays, dans le mer Baltique, pardon, différentes... alors, certainement des capteurs, ça serait une chose, mais là aussi, effectivement, le plus grosse artillerie, c'est-à-dire des avions et autres, qui sont déjà sur place, souvent, pour protéger le flanc Est, cette fois-ci, et pas simplement la mer Baltique. Oui, je faisais des signes à Xavier, c'était pour lui dire Xavier, prépare-toi, on va aller devant l'écran ensemble. Voilà, parce que je voyais. Pas moi, non, j'essaie de prévenir Xavier. Il faut qu'on y aille, Xavier. Allons-y. Je suis désolée, c'est votre moment en plus, donc je voudrais pas. Mais on parle beaucoup aussi ces dernières heures de murs de drones. Alors, en quoi ça consiste? Expliquez-nous. Alors, par exemple, est-ce que ça consiste en cela? Est-ce qu'on peut le faire sur l'ensemble de la frontière? Alors ça, c'est une volonté de la Commission européenne et notamment de sa présidente Ursula von der Leyen, c'est elle qui vient d'en parler, construire un mur de drones qui pourrait protéger tout le flanc Est de l'Europe et de l'OTAN. Alors on a mis mur de drones de la Baltique parce que pour le moment, ce serait assez adapté pour l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et puis on l'a vu évidemment pour la Pologne. Il s'agirait de disposer tout le long de cette ligne qui pourrait pour certains être un peu une ligne Maginot ou alors un mur de l'Atlantique, d'une multitude de drones, intercepteurs de drones. Exactement les images qu'on a vues avec Xavier Titelman, disposer en masse des drones qui permettraient d'intercepter les drones en provenance de Biélorussie, voire de Russie, puisqu'il y a des engins très très longue portée. Alors ensuite, la ligne pourrait aller jusqu'à l'Ukraine pour protéger, là on est dans un autre monde, mais le ciel ukrainien, si jamais nos dirigeants en prenaient la décision dans le cadre d'un espace aérien fermé pour les Russes au-dessus de l'Ukraine. Ce mur de drones ou de détection de drones, Xavier, est-ce qu'il pourrait aussi s'envisager pour la protection des sites sensibles? Donc usines, bases militaires, voilà. C'est en fait beaucoup plus pertinent. Si vous avez une usine sensible, une usine qui fabrique du matériel militaire, une usine où on fait de la recherche, si vous avez un aérodrome, là vous pouvez disposer de façon assez simple d'escouades de drones intercepteurs, tueurs de drones, qui peut permettre de parer à certaines menaces sur certains drones. Mais notamment, ça ne fonctionnera évidemment pas pour les missiles. C'est pour ça que la présence de 3 Rafales en Pologne, envoyés par la France, est aussi une réponse extrêmement importante. Alors, merci beaucoup Xavier, sauf erreur de ma part, ce que je comprends, c'est qu'on prepositionne de nombreux drones, et s'ils détectent quelque chose, ils montent, c'est ça? Ils forment de manière totalement automatique, en fait. L'intérêt, c'est que le système soit une détection qui soit automatique, comme on en a parlé avec Sky Fortress, que maîtrisent très très bien les Ukrainiens, et qu'ensuite les décollages et les interceptions soient automatiques. Ce que nous disait Xavier Titelman tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le grand public, vous avez des drones qui sont capables de suivre une cible et de ne jamais la lâcher. Donc cette technologie-là, elle est assez simple à adapter sur des drones militaires. Général. Oui, alors d'abord, je ferai une remarque, c'est comme la présidente de la Commission européenne, dont c'est pas le boulot, qui nous dit ce qu'il faut faire. Je m'attendais à cette remarque tout de suite. Il faut le rappeler à chaque fois, ce n'est pas tellement son travail. Bon, ceci est un autre sujet. Voilà, ça s'est rayé sur le carnet de notes, hop, ça c'est fait. C'est tout à fait vrai. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire une nouvelle ligne Maginot ? Parce qu'on est beaucoup focalisé sur les drones, mais les drones, ce n'est pas eux qui vont faire gagner la guerre. Ils vont répondre à un besoin à un moment donné. Le reste de la guerre se fera avec beaucoup d'autres éléments. Et quand à l'instant vous évoquiez effectivement le renforcement du flanc Est, ça ne veut pas dire renforcer avec des drones. Ça veut dire vraisemblablement force aérienne, force terrestre, peut-être un poste de commandement avec une force multinationale qui sera déployée otanienne, avec toutes les structures de commandement qu'on mettra en place. C'est tout à fait différent. Donc il ne faut pas non plus qu'on se focalise uniquement sur les drones. D'abord parce qu'effectivement on croit que c'est la réponse à tout.
ce n'est pas la réponse à tout. Cela contribue à la réponse, et on a bien vu le résultat tactique tel que c'était obtenu, aussi résultat psychologique, puisque finalement, ça touche tout le monde. Tout le monde a peur du drone, parce que finalement, c'est incontrôlable. Et ce qui nous a été présenté tout à l'heure par Percé, finalement, c'est qu'en fait, beaucoup peuvent fabriquer ce drone au niveau militaire, et bientôt, ils nous menacer. Donc, on a quand même une prise en compte en dire qu'aujourd'hui, le drone dans la guerre est une arme qu'il faut se réapproprier ou s'approprier, trouver les bonnes réponses. Et quand effectivement vous parlez des antennes, j'espère qu'on n'aura pas le même coup qu'avec le compteur Linky en disant que ça faisait des ondes mauvaises, ou le téléphone portable qu'il fallait pas mettre des antennes partout. Je l'avais pas vu venir. Moins agressif. Voilà. Donc, je pense qu'avec un peu de chance, effectivement, on pourra mettre des outils de protection, mais ils ne répondront pas à toutes les situations. Et de toute façon, d'ici 5 ans, vous verrez, on aura trouvé les contre-mesures. Donc, il va falloir surtout évoluer et que intellectuellement, on soit agile pour justement toujours essayer de devancer l'innovation. Paul Pelletier. En effet, pour reprendre les 2 points du général, je vous remercie pour ces points. D'abord, la guerre électromagnétique avance tous les jours, donc elle peut paralyser tous les drones que vous construirez. Il y a aussi une chose, c'est qu'on parle énormément de défense, mais c'est pas de la défense qu'il faut. Il faut être capable de produire autant de drones qui font autant de dégâts que les Russes de notre côté. Tout simplement. La meilleure défense, c'est la dissuasion. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire les mêmes destructions, et c'est compliqué et c'est un peu brutal à entendre dans un pays qui n'est pas en guerre, mais il faut qu'on le pense ainsi. C'est une guerre, donc dans une guerre, on ne se défend pas, c'est prima l'attaquant. Et c'est pour ça que les Russes ont l'avantage psychologique dans le cas concret de l'Ukraine, puisqu'ils envoient tous les soirs des nuées de drones. Et si les Ukrainiens pouvaient faire la même chose, ils le feraient. Et aujourd'hui, c'est bien de penser à un mur de défense, mais il faut également penser à un mur d'attaque, avec une profondeur stratégique. C'est-à-dire que peu importe l'ennemi que vous avez, il faut pouvoir le taper en tout point, à tout moment. Alors, donc sur ce point, on en est où du côté de l'OTAN? Est-ce que sur ce deuxième point de l'attaque, on a beaucoup parlé de la défense ou de la surveillance? Non, il ne faut pas oublier que l'OTAN, c'est une alliance, il y a une charte, c'est une alliance défensive. Donc faire rentrer dans l'ADN de l'OTAN l'idée d'une attaque, c'est pas évident. C'est assez contre-intuitif. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est la guerre qui l'impose. Oui, alors ce qu'il faut faire rentrer, c'est là que le cheminement est un peu compliqué, c'est l'idée que l'attaque répond à un impératif défensif. C'est pour ça que le terme qui a été utilisé, c'est le terme de dissuasion, c'est-à-dire se doter de moyens d'attaque pour faire peur à l'adversaire et en fait, comme le disait le général Burkhardt, gagner la guerre avant la guerre. C'est-à-dire que l'adversaire, dans l'équation qui est la sienne, se dise « est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» Et pour l'instant, on voit que pour Vladimir Poutine, il se dit « bah oui, ça en vaut la peine ». Elisabeth ? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que cette notion aussi de dissuasion plus conventionnelle, on n'est pas sur la dissuasion nucléaire, c'est aussi difficile. Enfin, on parle de l'OTAN, mais on va être très honnête, on a beaucoup de diversité au sein de l'OTAN. Et pour certains pays, dire il faut peut-être passer à un mode plus agressif, comme les Pays-Bas, comme la Pologne, même comme la France, c'est plus facile. Pour d'autres pays, ça va être beaucoup plus difficile à les faire croire qu'il faut penser à un plan d'attaque. Et c'est aussi là le problème. Alors, je vous remercie beaucoup, Paul Pelletier, d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, cofondateur de la start-up Percé Systems qui fabrique des drones. Notamment, vous travaillez avec l'armée française pour les armes de demain, les armes du futur. Merci d'avoir été notre invité. Merci Xavier Titelman qui a dû filer, je le remercie. Nous, on reste ensemble. On reste ensemble dans un instant. Et si le tournant actuel résidait aussi dans ces toutes dernières déclarations, d'un côté la Russie qui annonce, ça s'est passé là quelques minutes maintenant que les négociations de paix avec Kiev sont en pause. Elle a besoin de temps, alors que Trump dit que lui, il n'en a plus beaucoup du temps pour la Russie. On en parle dans un instant. Une bonne... Vous êtes toujours devant le grand dossier Russie-OTAN, l'engrenage. Voilà notre question ce soir. Et une autre, tiens. Trump est-il cette fois, réellement, pour de vrai, à bout de patience? Il l'affirme en tout cas, et ce au moment où la Russie annonce de son côté que les négociations de paix avec Kiev sont en pause parce que les Russes auraient besoin de temps. Bon, on s'en doutait, mais c'est officialisé, donc ça nous raconte quelque chose. On continue d'en parler avec nos invités que je re-salue, toujours Elisabeth Shepard-Selam, toujours Xavier de Giacomini, toujours Gallagher Fenwick et toujours le général Chauvency. Avant de vous entendre, écoutons Donald Trump et Dmitri Peskov. Oui, ma patience s'épuise rapidement, mais il faut être 2 pour danser le tango. Des canaux de communication sont en place. Nos négociateurs ont la possibilité de communiquer par ces canaux. Et pour l'instant, il est plus judicieux de parler d'une pause.
Bonjour Sonia Dridi, merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Washington. Vous êtes correspondante LCI accréditée à la Maison-Blanche. Sonia Dridi, depuis la Maison-Blanche, Donald Trump, il dit que sa patience avec Poutine s'épuise rapidement. À ceux qui disent, pour le dire très directement, c'est toujours la même rengaine avec Trump, donc bon, voilà, on peut passer à autre chose, vous leur répondez quoi ? Mais c'est vrai qu'on sent que Donald Trump est de plus en plus frustré avec Vladimir Poutine et qu'aussi il continue en quelque sorte à tenter de le couvrir, de lui trouver des excuses parce qu'il veut avant tout, il espère toujours pouvoir arriver à une résolution du conflit, non seulement pour se poser en faiseur de paix, mais également pour que les États-Unis puissent refaire du business avec Moscou. Mais surtout ici, l'impression qu'on a à Washington, c'est qu'il est très lassé de ce conflit et comme l'écrit le New York Times, eh bien, s'il ne peut pas être un peacemaker, un homme de paix, alors il préfère être un bystander, un spectateur. Et c'est un petit peu l'impression qu'on a ici, qu'il prend ses distances de plus en plus avec le conflit, qu'il reprend ses messages ambigus. Il a notamment menacé plusieurs fois de mettre des sanctions contre la Russie, mais il ne l'a toujours pas fait. En tout cas, dans son camp, ça gronde. De plus en plus de sénateurs républicains le pressent de leur donner son feu vert pour qu'il puisse faire adopter des sanctions contre la Russie au Congrès. Et par exemple, un élu républicain du Nebraska ce matin écrivait sur son réseau social « Je pensais que le président avait un peu plus de colonne vertébrale. Un drone, c'est peut-être une erreur. 19, non ». Merci infiniment, Sonia Dridi, depuis Washington. Elisabeth, la patience qui s'amenuise là rapidement de Donald Trump, derrière les mots, en acte, ça peut se traduire comment selon vous ? Alors moi déjà, il faudrait voir si ça se traduit en acte parce que moi je suis beaucoup moins convaincue. On l'a vu à la fois, on l'a vu avec ces 2 semaines et après ces quelques semaines et puis quelques mois et on n'a pas cette impression que ça se traduit très souvent en acte. Ce qu'on sait, c'est qu'en termes d'actes, qu'est-ce qu'il a à sa disposition ? Assez rapidement, c'est ce projet de loi. Vous faites référence à ce sénateur donc qui comme on sent quand même chez les Républicains que ça commence à gronder. Lindsey Graham et d'autres sénateurs ont un projet de loi. C'est un projet de loi bipartisane qui pourrait être assez rapidement mise en place avec ces sanctions secondaires dont on a parlé. Pour l'instant, on voit beaucoup dans les médias américains aujourd'hui, Trump est surtout sur ses tarifs. Mais ce n'est pas que les tarifs qui vont faire plier Poutine et probablement même pas les sanctions non plus. Et donc l'autre fait de cet après-midi, c'est Moscou qui dit que les négociations de paix sont en pause. Alors franchement, on s'en doutait. Mais là, il s'agit de l'officialiser. Gallagher, quelle interprétation on en fait ? Et est-ce que c'est synonyme d'un Poutine toujours plus décomplexé, qui va encore plus lâcher ? Il est déjà allé très loin, donc on voit mal comment il peut faire pire. Mais... clairement, oui. C'est-à-dire qu'il verbalise ce qu'on a tous compris sur le terrain et ce que les Ukrainiens et les Ukrainiennes subissent quotidiennement et dont les Polonais viennent également de faire l'expérience. Moi, quand je regarde cette histoire de drone arrivé en Pologne, j'essaye de m'imaginer comment nous, Français, aurions réagi si c'était arrivé en France. Vous imaginez une nuée de drones ? Tout à l'heure, Xavier, c'était très intéressant, on l'a pas repris, à donner un autre chiffre, 27. Moi, je n'ai pas la certitude que les Ukrainiens n'aient pas intercepté certains des drones qui étaient à destination de la Pologne. Vous avez des dizaines de drones, dont certains qui pénètrent sur des dizaines de kilomètres. Imaginez si ça n'était pas en Pologne, mais en France. Donc, je pense c'est la 300e fois que les réveils sonnent. Il serait quand même temps qu'on mette un pied en dehors du lit. Et Vladimir Poutine, lui, il enfonce son avantage et il verbalise des choses qui sont des provocations verbales qui viennent s'agréger à celles physiques, militaires, qui démarrent dès aujourd'hui à la frontière entre la Biélorussie et l'OTAN. Bouclé, général ? Bref, pour revenir à Trump, je pense qu'il faut le mettre hors course dans tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit aujourd'hui ne nous apportera rien dans la résolution de la guerre en Ukraine, qu'il ne faut plus compter sur lui, ne même plus s'attacher à ce qui est dit parce qu'il se contredit de jour en jour et on voit qu'il ne veut pas avancer. Donc aujourd'hui, la question est-ce que l'Europe est capable de faire le job ou pas et dans combien de temps ? Xavier ? Je vais compléter le général. En fait, ce que souhaite Trump, c'est se désengager le plus rapidement possible de ce qu'il considère être un bourbier, un poids attaché à sa cheville qui lui empêche de faire du business as usual et comme il a envie de le faire. Donc s'il peut se retirer, ne plus aider l'Ukraine, ça il le fait quasiment depuis le début, mais surtout se retirer totalement, ne plus s'en occuper et laisser les Européens prendre
ce qui, pour lui, est un fardeau et n'apporte aucun intérêt, à part vendre des armes avec une prime de 10% aux nations européennes qui veulent les offrir à l'Ukraine. Et donc pendant ce temps-là, vous l'avez dit, Gallagher, il y a d'un côté la Biélorussie et les Russes qui commencent depuis quelques heures des exercices d'ampleur à la frontière polonaise, les Polonais qui se barricadent sérieusement de leur côté. Ce sont aussi les pays baltes qui s'inquiètent, ça fait des mois qu'on vous en parle. Et regardez justement un extrait d'un documentaire exceptionnel à retrouver sur LCI dès 21h ce soir qui s'intitule Estonie face à la menace russe. Il est signé Claire Cambier et Charlotte Lefettet. Regardez cet extrait. Aux confins de l'Europe, l'Estonie, le petit État balte face aux géants russes. Nous sentons la menace plus que d'autres, parce que nous pourrions être le prochain pays attaqué. C'est effrayant, bien sûr, surtout quand on a de jeunes enfants. Plus de 300 km de frontières communes avec la Russie. Nous avons sillonné les routes de ce pays. L'ancienne République soviétique se prépare au pire depuis la guerre en Ukraine. Je pense que tout le monde en Europe doit maintenant se préparer, car avec la Fédération de Russie, on ne sait jamais. Nous défendrons non seulement l'Estonie, mais aussi l'Alliance, quoi qu'il en coûte. 21h donc sur LCI, ce documentaire, Claire Cambier, Charlotte Lefettet pour la réalisation. Vous allez régulièrement, Elisabeth, dans les pays baltes et ce n'est pas fin, l'inquiétude elle est de plus en plus vive. Semaine après semaine. L'inquiétude est de plus en plus vive. On le voit dans les politiques, mais si vous parlez avec des militaires, il y a bien évidemment les forces de réassurance de l'OTAN qui sont sur place dans les 3 pays baltes. Mais effectivement, ils ont cette rappel historique, cet souvenir de ce que ça fait d'être occupé, d'être déporté jusque dans les années 50 par les soviétiques. Et ils ont des frontières à la fois avec la Russie et avec la Biélorussie. D'ailleurs, ils ont fermé leurs frontières depuis quelques jours parce qu'ils savent ce que ça peut faire comme dégâts. Ils n'ont pas la profondeur stratégique d'une Ukraine. Donc, c'est vraiment un risque. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé au grand dossier. Je vous remercie, vous, bien sûr, de l'avoir regardé.